Voilà, c'est bon, c'est parti. Bien, bonjour à tous. Donc, pour ce dernier rendez-vous d'Agora de l'année, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux collègues, Gisèle Quiros et Claudia Jareno Gila, sur les mouvements féministes en Espagne et Amérique latine. Et l'idée, c'est d'avoir un regard croisé sur cette question. Donc, sans plus tarder, je leur donne la parole pour qu'elles puissent revenir sur ce sujet d'étude qui est le leur et qui est au cœur de l'axe 2 du laboratoire. Beaucoup, Catherine. Eh bien, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter justement, vraiment, regard croisé. Donc, on va interagir. Je commencerai avec, juste pour rappeler, on va mettre un petit contexte. Le 25 novembre 2019, lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une trentaine de femmes chiliennes se sont massées face au commissariat de police du quartier de Bellas Artes à Santiago du Chili. Elles avaient les yeux bandés de noir et le doigt accusateur, comme on peut le voir dans la photo à droite. Et elles vont entonner ou entonnent ce qui est devenu depuis un véritable hymne féministe qui a été traduit dans des dizaines de langues et qui s'appelle un violador en tu camino, un violeur sur ton chemin. Et à l'origine de cette performance se trouve un collectif de 4 femmes chiliennes, Las Tesis. Alors, bon, je pense que peut-être tout le monde ne le connaît pas. En tout cas, je me suis dit qu'on pouvait écouter Claudia, si tu passes, voilà, et tu lances, normalement, il devrait apparaître, sinon il y a moins de... D'accord, donc... dessus, normalement, il se lance. Claudia, d'accord, oui. Voilà. Parce qu'en fait, on avait la vidéo qui ne s'est pas lancée. Alors, donc, on voyait la performance. Ça aussi, ça aurait été intéressant. Bon, en tout cas, bon, je pense que aussi beaucoup de familles l'ont vue, cette performance, et la connaissent. Et alors, c'était l'introduction un peu pour marquer ce qu'on verra dans cette communication double, c'est-à-dire la pluralité des mouvements féministes qui s'ancrent dans une histoire qui ne date pas de 2019 ni de 2021 et qui s'inscrit dans des réflexions autour d'une imbrication. Je dirais que Claudia aussi va parler de ça, de sortir uniquement d'une réflexion autour de questions de genre et l'élargir aux questions de classe, de race, voire de capacitisme.
dans ces mouvements contemporains féministes dans toute l'ère hispanique, je dirais. Donc Claudia, tu reprends. Voilà, donc merci Lissel. Donc pour rebondir et pour compléter la réflexion, moi je voudrais donc vous parler brièvement, avant de rentrer dans les détails, sur le féminisme en Espagne, sur la manifestation du 8 mars de 2018 qui a marqué un tournant décisif pour ces renouveaux féministes. Donc là, vous savez, donc une photo de Madrid, donc de la Plaza de Cibeles, je ne sais pas si vous connaissez, donc vous voyez comment toutes les rues ont été vraiment inondées de monde. Ça a été un succès, cette manifestation a connu un succès inattendu, mais cette manifestation, elle a été accompagnée d'une grève générale. Donc voilà, ici vous savez d'autres images de la manifestation du 8 mars de l'année 2018. Donc voilà, vous voyez, cette image ont vraiment fait le tour du monde, surtout parce qu'on voit cette idée d'un mouvement féministe qui avant était cantonné au milieu, on va dire, militante et qui déborde la société et déborde aussi les rues. Et à côté, il y a eu donc cette grève féministe sous le slogan si nosotras paramos, se para el mundo, donc si nous nous arrêtons, le monde s'arrête. Et cette manifestation et cette grève féministe a mis au centre une question très importante qui je pense que qu'on le retrouve aussi en Amérique latine, c'est la question des soins, la question du travail productif et reproductif. Cette grève, elle a mis au centre la question que les femmes sont c'est la population la plus précaire à cause du travail, donc des travails non déclarés, à cause des retraites, mais aussi cette grève, elle a voulu mettre au centre l'importance des soins, l'importance du cœur au centre de la vie. On est dans une société qui a divisé donc des sphères, les sphères de travail productif et reproductif. Et du coup, cette grève veut justement mettre au centre ces soins et l'importance pour la vie et pour la société. Donc voilà, donc là, je parlerai un peu plus tard sur la grève. Et là, bon, je vais dire simplement qu'elle a réuni, en fait, on dit qu'à peu près 6 millions de femmes ont fait grève. Et aussi, ça a été très important aussi les caractères intergénérationnels de la grève, de la manifestation. Pour la première fois, pas pour la première fois, mais on voit des femmes, des jeunes féministes, des adolescentes très jeunes, à côté des femmes, soit des féministes plus chevronnées, des féministes de la première ère, avec des femmes qui avant ne se disaient pas féministes. Ça, c'est très important aussi, parce que le terme féministe, pendant une longue période, c'était un terme très péjoratif, très connoté. Quand on pense aux féministes, on pense aux femmes âgées, aux femmes aigries, aux femmes qui détestent les hommes. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu, je suis pour l'égalité, mais je ne suis pas féministe. Et du coup, là, on voit un changement justement de cette notion de se dire féministe. Voilà, et là, je laisse la parole à Alicelle pour continuer. Oui. Pour parler donc des caractéristiques de ces mouvements contemporains, féministes contemporains. Alors, vous en présenter, ce n'est pas exhaustif, mais les principales caractéristiques que j'y vois. Tout d'abord, la pluralité des mouvements. Désormais, c'est valable aussi pour l'Espagne. On ne parle pas du féminisme, mais des féminismes, des mouvements féministes au pluriel, parce que ce qui apparaît de plus en plus, c'est cette idée que nous avons des lieux d'énonciation, des lieux dont l'on parle qui sont différents selon justement non seulement notre région d'origine, mais aussi notre classe, notre éducation, la langue qu'on parle, puisque dans les Amériques, eh bien, ce sont des centaines de langues différentes, de l'âge aussi, donc de différents paramètres. Donc, c'est une pluralité, c'est d'abord au pluriel qu'on pense le féminisme ou les féminismes. D'un autre côté, c'est également, même si je suis partie de la performance qui est connue et Claudia, de ces grèves de 8 mars qui deviennent de plus en plus médiatisées, eh bien, ces mouvements féministes s'inscrivent dans une généalogie plus longue, plus ancienne. Et ça aussi, les jeunes féministes revendiquent des figures du passé qu'elles vont mobiliser. Bon, par exemple, une grande figure aujourd'hui et qui déborde le cadre latino-américain, c'est par exemple Frida Kahlo, qui elle-même n'était pas féministe et qui pourtant aujourd'hui est devenue une icône du féminisme
des féminismes latino-américains, de beaucoup de féminismes latino-américains. Donc une histoire ancienne. Ensuite, la question de la colonialité et donc de la décolonialité est au cœur aussi des réflexions de ces féministes latino-américaines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par colonialité? Je vais le développer ensuite, mais ce qu'on va mobiliser autour de ça, ou la réflexion tourne autour de la force ou l'importance de la colonisation dans les formes d'oppression au féminin, ce qui est différent de la constitution des féminismes occidentaux qui, bon, forcément, ne la pensent pas en premier, alors que là, on a une mobilisation, une réflexion autour de cette question. Et puis enfin, des généalogies aussi différentes selon les régions. Ce n'est pas du tout la même chose, les féminismes, par exemple, argentins, je dis ça parce qu'on pense souvent l'Amérique latine comme un pays, hein, bon, comme l'Afrique aussi, parfois, mais l'Amérique latine a fortiori, en plus en le rattachant à l'espagnol, alors qu'on a des langues différentes, des cultures différentes, et donc des généalogies aussi. On va le voir en particulier autour des féminismes, par exemple, autochtones, les féminismes noirs, hein, les féminismes blancs. Donc, on a vraiment, selon les régions, selon les espaces, on va avoir aussi des différents... Et donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des actions différentes, des agendas politiques aussi différents, et parfois en opposition. On va le voir, les tensions, c'est-à-dire qu'on n'a pas un mouvement non plus consensuel, hein, on a un mouvement qui dialogue, qui voilà, est en tension aussi à l'intérieur même du grand groupe, on va dire, qui réunit ces différentes féministes. Alors historiquement, déjà, ce mouvement, il est ancien, hein, et j'aimerais rappeler quand même, puisque je parlais de colonialité et de colonisation, hein, des femmes dans les Amériques latines sont mobilisées contre la colonisation dès 1492. Hein. On a des figures comme Ana Caona, hein, qui était une cacique, c'est-à-dire une chef taïno, qui a combattu les conquistadors dès l'arrivée de Christophe Colomb, puisque Nicolás de Obando était un compagnon de Christophe Colomb, et c'est elle qui s'est affrontée à la mort de son frère, est devenue la chef de la campagne anticoloniale. Elle a été faite prisonnière et étranglée par les Espagnols. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir, cette mobilisation. Alors, des femmes. Ensuite, d'autres femmes, bon, je donnerai deux exemples à la fin du XVIIIe siècle, des révolutions anticoloniales dans les Andes, où trois femmes, notamment, ont accompagné, bon, la figure qui est connue de cette époque, c'est Tupac Amaru II, Tupac Amaru qui était un chef qui se revendiquait dans la Inca. Mais en fait, les commandantes, les générales de l'armée étaient aussi des femmes, comme Gregoria Spasa, qui était voilà, une grande chef militaire, Micaela Bastidas, qui est morte avec son mari, puisqu'elle était l'épouse de Tupac Amaru, et a été également torturée et assassinée à ce moment-là, et Bartolina Sisa, qui est une héroïne aujourd'hui bolivienne. Un troisième exemple, c'est celui des mobilisations anti-esclavagistes. Bon, là, une figure parmi d'autres, hein, chez les Haïtiennes, hein, à côté de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, on avait beaucoup de femmes. Et parmi elles, Suzanne Sanité-Belair, qui était une affranchie et qui a combattu avec Toussaint Louverture comme sergente de son armée. Elle a épousé Charles Belair, qui était lui-même aussi général de l'armée, et elle a été capturée avec lui, et elle a été condamnée à la décapitation. Et elle a refusé d'avoir les yeux bandés pour montrer qu'elle était aussi courageuse que son mari. Et donc, dans ces mobilisations qui ont abouti à l'indépendance d'Haïti. Alors, tout ça pour dire qu'il y a une histoire ancienne des mobilisations féminines, mais qui étaient invisibilisées dans l'histoire, parce que ces noms-là, et c'est pour ça que je voulais au moins qu'on les entende, c'est pas, mais parce que justement, hein, ça aussi, c'est une question des féminismes, dire
il faut qu'on mobilise ces héroïnes parce que sinon, le féminisme, ça reste quelque chose d'abstrait. Et on a aujourd'hui ces actions sont aussi, les actions féministes, sont de récupérer la mémoire de ces femmes qui se sont battues dès 1492, qui dans les Amériques latines, logiquement, est une date clé, la date clé où on situe l'origine, la genèse des mobilisations féministes. Et donc, c'est pour ça que la colonialité, la notion de colonialité est une notion qui est importante dans cette réflexion. Alors, cette notion, elle a été forgée de colonialité du pouvoir, en réalité. Elle a été forgée par Aníbal Quijano dès les années 90, qui est un sociologue péruvien, qui est un sociologue qui a travaillé aux États-Unis avec Immanuel Wallerstein. Et donc, ils étaient autour plutôt d'une pensée marxiste classique, mais Aníbal Quijano, dans cette réflexion critique, c'est dit que la question de la race, la question raciale, était une question aussi importante que celle de la classe, et donc a proposé, pour compléter l'idée du système monde que proposait Wallerstein à ce moment-là, introduire l'idée de colonialité. Alors, qu'est-ce qu'il entend par colonialité? Il comprend que la colonialité commence en 1492 et qu'à partir de ce moment-là, on va voir l'apparition de la modernité totale, c'est la date de cela, mais que cette modernité, elle n'est pas uniquement un moment où va s'imposer la colonisation et le colonialisme. Le colonialisme et la colonisation sont un moment précis de l'histoire, qui ne commence pas précisément, par exemple, pour les Amériques en 1492, mais vers 1500, une fois que toute la période de conquête est terminée, et donc qui correspond à un système administratif, juridique, et qui finit pour les Amériques latines au XIXe siècle. Mais que, donc ça, c'est le colonialisme ou la colonisation. C'est donc historiquement, elle termine dans les Amériques latines vers 1820 ou 1898, si vous voulez, pour Cuba, Porto Rico. Mais que la colonialité est un moment plus large, qui commence en 1492, même avant l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, puisqu'il y a déjà, en 1492, l'expulsion de la péninsule ibérique des Juifs, des Maures, la conquête aussi des Canaries. Enfin, il y a à cette période-là, déjà commence la colonialité, c'est-à-dire des formes de domination, des formes de structures de pouvoir qui croisent des questions de classe, de race et de genre également, et qui débordent la période coloniale. C'est pour ça qu'il propose plutôt de parler de colonialité pour ne pas le confondre strictement avec la colonisation. Donc cette notion, elle est mobilisée par les féministes, souvent par toutes les femmes, en disant, voilà, nous on est dans des régimes de colonialité encore aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut parler toujours de colonialité, et on le voit comment? On le voit notamment parce que les femmes autochtones, les femmes noires de toutes les Amériques vivent donc dans des régimes de formes d'oppression qui croisent tous ces paramètres-là. Alors, à partir de cette notion-là, donc on va voir les différents courants des féminismes latino-américains. Un des courants les plus importants, enfin qui se développe, c'est celui qu'on appelle le féminisme communautaire, c'est-à-dire le féminisme, ce sont des femmes d'origine autochtone qui critiquent, on va faire une critique justement à la fois du racisme et du sexisme en particulier. Donc pour elles, donc on a notamment ces mouvements se développent dans les espaces où la population autochtone elle est la plus importante, parce que ça aussi, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais le pourcentage de population, de peuples autochtones, de peuples originaires, comme ils s'appellent, ils demandent à être appelés, ces peuples originaires, eh bien, ils ne sont pas aussi nombreux partout
sur le continent. Ils sont plus nombreux démographiquement au Mexique, au Guatemala, en Bolivie, au Pérou, en Équateur. Et précisément, c'est dans ces espaces-là, notamment ici au Guatemala et en Bolivie, où s'est développé ce féminisme qui se dit communautaire. Communautaire parce qu'il prend la communauté villageoise en disant « nous, on ne se reconnaît pas en fait dans un féminisme où on parle de moi, femme. Moi, je ne suis pas une femme, je suis un membre de ma communauté. » Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un féminisme communautaire où les femmes vont revendiquer cet ancrage avec la culture autochtone, mais en même temps pour critiquer un patriarcat imposé au moment de la colonisation et pour certaines même peut-être avant, l'époque des Aztèques, des Mayas, qu'on peut considérer, c'est ce que pensent Julieta Paredes et Adriana Guzmán, par exemple, les féministes communautaires de Mujeres Creando en Bolivie, en disant peut-être le patriarcat, il est plus ancien enfin, il préexistait à la conquête et il s'est allié très bien avec le patriarcat colonial et c'est pour ça qu'il faut, et c'est leur devise, on ne peut pas décoloniser sans dépatriarcaliser. Donc, le féminisme, il est à la fois anticolonial ou décolonial et antisexiste. Aujourd'hui, enfin, ici, on dirait antiraciste et antisexiste. Et donc ça, c'est le premier, un premier type. On a, Lorena Capnal définit, surtout une figure très importante de ce féminisme communautaire. Elle-même, elle est maya. C'est une théoricienne maya qui propose le concept de territoire corps-terre. Ça, c'est assez intéressant, en fait, comme proposition théorique venant des Amériques latines. Abya-Yala diront un nom autochtone de l'Amérique, en disant que le féminisme communautaire part donc d'un territoire ancestral et d'une mémoire des peuples. En fait, qu'il faut penser le féminisme aussi dans cet ancrage avec la terre, avec le corps, avec le territoire. Les féministes communautaires proposent, pour remplacer le terme colonial d'Amérique, celui d'Abya-Yala, donc qui en langue kuna signifie le sang qui court en liberté, et avec l'idée que donc la terre est au centre et qu'est un corps vivant qui sent. Et cette territorialité, elle va au-delà de la manière dont en Occident on pense l'espace, le temps, dans une temporalité différente, avec une connexion avec le cosmos, avec le soleil, la lune, l'eau, les bois, les montagnes, enfin les animaux, les corps en général. Donc vous voyez, en rattachant en fait le féminisme aux cosmologies autochtones. Et donc pour tout cela définir autour de la question du corps cosmosensible, c'est-à-dire où les corps sont vraiment, la sensibilité, les émotions sont présentes dans ce féminisme. Alors elle parle de territoire corps-terre parce qu'elle se dit que le premier territoire de conquête dans les Amériques, ça n'a pas été seulement les îles, enfin Haïti, la Caraïbe, mais que les premiers corps ont été les femmes. Les femmes sont un territoire de conquête et donc la décolonisation, la dépatriarcalisation passe par une émancipation de ce corps à la fois des terres, des territoires, mais aussi du corps des femmes, les femmes qui doivent se guérir. Et c'est pour ça que propose le concept de guérison. Il faut guérir aussi la blessure coloniale, puisque en fait les Amériques se sont construites, surtout dans les parties autochtones, dans les espaces autochtones, par les violences sexuelles, les violences faites aux femmes dès l'arrivée des Européens sur le continent américain. Et donc tout ça, c'est resté, pense-t-elle, disent-elles, comme quelque chose qui, dans l'imaginaire collectif et dans un traumatisme qui a été transmis de génération en génération. Et donc aujourd'hui, il faut rompre cette spirale donc, de la violence sexuelle qui a commencé en 1492.
Un autre courant très important est celui du féminisme décolonial, autour notamment de groupes de féministes comme le GLEFAS, qui est un groupe autonome de féministes décoloniales, alors qui, elle, revendique ou met plus en avant, c'est un féminisme moins marqué par la question des peuples originaires et qui insiste sur l'imbrication des systèmes de domination. Le féminisme décolonial, justement, s'inscrit dans la lignée de ce que je vous ai présenté de la notion de colonialité du pouvoir d'Aníbal Quijano, en disant que l'oppression des femmes, c'est une oppression qui croise, qui imbrique les critères de classe, race et le colonialisme. Et ce serait la différence, je dirais, parce que j'imagine que là, quand je parle d'imbrication de critères de classe, de race et de genre, donc vous pensez à la notion d'intersectionnalité, forcément, puisque vous avez aussi il y a des anglicistes dans cette salle. Et la différence entre l'intersectionnalité ou le concept d'intersectionnalité, le féminisme décolonial, c'est que le colonialisme, vous voyez, la colonialité, elle est mise aussi en avant. C'est-à-dire que ce lien, il est plus important, alors que la notion, il me semble, d'intersectionnalité, on parle du croisement, mais le déconnecte un petit peu. En tout cas, on le voit moins. Et donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que le féminisme décolonial est une réaction, une réponse au féminisme universaliste, eurocentré et occidental, qu'il questionne complètement en disant on ne se reconnaît pas du tout dans ce féminisme qui nous a été imposé depuis les États-Unis, l'Europe, et qui se pense universel, qui souvent aussi est appelé le féminisme blanc et bourgeois. Et non pas que, c'est pas gratuit, cette question n'est pas gratuite, c'est de dire l'agenda du féminisme universaliste, c'est pas notre agenda. Nous, notre problème, avant même de voir, par exemple, des questions comme le plafond de verre, c'est tout simplement d'avoir un emploi, accès à un emploi. Donc c'est très bien que les féministes blanches luttent pour entrer dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Sauf que nous, déjà, entrer dans l'entreprise, c'est pas dans le salariat, mais de reconnaître notre travail de, par exemple, vendeuse ambulante, de femmes de ménage, etc. C'est ça notre agenda politique. Donc on ne peut pas suivre des femmes qui ne nous représentent pas en quelque sorte. Et donc, parmi elles, je donne des noms, les plus connus, certaines, Maria Lugones, Yudelkis Espinosa, Karina Ochoa, Ochi Curiel, ou Gladys Tsutsul, ce sont des noms, alors, pour les entendre. Enfin, troisième et dernier, et ce n'est pas exhaustif non plus, mais pour vous donner un autre courant, qui est notamment développé, bien sûr, dans les espaces où les afro-descendantes sont plus présentes, et notamment au Brésil. Donc, on a 3 figures brésiliennes de 3 générations différentes et qui représentent et qui, aujourd'hui, les féminismes noirs. C'est Lélia González, qui est une philosophe, et toutes les 3 sont philosophes. Lélia González est de la génération en fait, des mouvements des années 60-70, qui est une pionnière des études sur la culture noire au Brésil et cofondatrice de l'Institut de recherche sur les cultures noires de Rio de Janeiro, et notamment du Movimento Negro Unificado, qui était le mouvement en fait qui a commencé à dénoncer la violence d'État, la violence d'État de dictature brésilienne, et donc contre les Noirs, les Afro-brésiliens. Elle est aussi fondatrice d'une école de tambour et de percussion. On va voir que ça aussi, c'est dans l'artivisme, c'est justement une des formes les plus répandues de mobilisation des femmes. Elle est autrice de plusieurs travaux et notamment, elle proposait un texte très important qui est pour un féminisme afro-latino-américain où dans le féminisme, on mette
justement toute cette... elle dit qu'on a invisibilisé justement les mobilisations des femmes d'origine africaine et qu'il faut remettre en avant parce qu'il y a une mobilisation de ce type. Sueli Carneiro est de la génération suivante, donc cette philosophe, écrivaine aussi et militante du mouvement noir brésilien et qui est fondatrice d'un institut qui s'appelle Geledes, qui est un institut des femmes noires pour une organisation politique et qui est un organisme qui se dit, enfin un institut qui se dit lutter vraiment contre le sexisme et le racisme, donc en imbrication, encore une fois, et en particulier contre les femmes noires. Le nom de Geledes vient du concept de Gelede, qui étaient des sociétés secrètes féminines de la culture yoruba. Et donc, ces femmes mobilisent toute cette, ce qu'on appelle le syncrétisme, mais en réalité des spiritualités afro, les orishas en particulier, aussi toute la spiritualité yoruba qu'on voit, donc elles revendiquent comme les hommes, mais là, en plus en disant que les femmes, elles ont une présence également importante. Et enfin, Jamila Ribeiro, qui est une figure aujourd'hui, c'est très contemporaine et très importante, une militante, là, ça serait de la 3e génération, parce qu'elle est aussi philosophe et activiste, mais surtout sur Internet. Elle s'est fait connaître notamment grâce aux réseaux sociaux, à ses comptes Twitter, Instagram et à ses vidéos où elle proposait ses chroniques sur ce que c'est qu'être féministe noire aujourd'hui au Brésil, dans un pays où plus de 50% de la population est afro-brésilienne. Et donc, elle a, à partir de là, publié aussi pas mal d'ouvrages, qui est un méthode du feminismo negro, qui est devenu petit manuel d'antiracistes. Ces travaux, d'ailleurs, sont traduits par Paula Nakaona, et vous pouvez les trouver donc en français à cette maison d'édition Anacaona, qui justement fait référence à Anacaona, la première chef taïno qui a résisté à l'arrivée des Espagnols. Donc là, je cède la parole à Claudia. Merci. Donc, voilà, donc je voudrais revenir un peu de nouveau sur la grève parce que je pense que, comme je vous avais dit, elle met en centre des questions très importantes et aussi, je voudrais justement dialoguer avec Gisèle, ce qu'elle a dit, Gisèle, sur la décolonialité et sur ce féminisme blanc qu'en Espagne est assez présent. Donc, et du coup, c'est un des critiques justement à cette grève dont je voulais vous parler. Donc, du coup, voilà, simplement, donc la grève, pour revenir à la grève, donc je vous avais dit, c'est une grève qui va mettre au centre cette question du travail donc productif et reproductif, l'importance donc du soin et des soins du cœur. Et là, je reviens aussi un peu à ce qu'Elisée a dit sur la modernité. Du coup, cette division, donc là, je pense par exemple à Almudena Hernando, qui est une historienne qui a parlé de la fantasy, de l'individualité. C'est-à-dire que le sujet, justement, dans la modernité, quand il est le sujet moderne, il s'est créé avec cette division culture, raison, sentiment, mais aussi en niant la valeur, justement, des soins pour la survie du groupe. Donc, cette grève, elle a été aussi une grève qui a touché d'autres secteurs. C'est pas simplement, c'était une grève donc intersectionnelle, donc c'était une grève donc de soins, mais c'était aussi une grève de consommation. Il faut dire aussi que le féminisme en Espagne, il y a aussi un important élément anticapitaliste. Là, je veux revenir aussi sur ces questions aussi, donc pareil, des imbrications des luttes, c'est-à-dire les luttes féministes, mais aussi une remise en question aussi du système économique. C'était une grève, donc voilà, il fallait donc un appel à arrêter de consommer ces jours-là, justement, notamment les grands enseignants. C'était une grève d'éducation, donc les universités ont été très mobilisées, surtout les étudiantes et les professeurs, mais aussi c'était une grève de la culture, notamment les journalistes qui se sont mobilisés aussi pour cette question. Mais voilà, il y avait aussi, comme je vous avais dit, la question intergénérationnelle qui est très importante aussi en Espagne. C'est la question justement des généalogies, de ces retrouvailles, ces renouveaux féministes, ces jeunes féministes qui revendiquent aussi donc une généalogie féministe qui date, bon, en Espagne, on peut penser notamment aux années 70, déjà aux années 70,
ailleurs, on trouve ces questions justement des travail productif et reproductif. On peut penser par exemple en France aux travaux de Christine Delphi, l'ennemie principale, justement, quand elle va parler de ces modes de production domestique en disant justement comment on a séparé ces deux sphères et comment même et aussi mettre ensemble la valeur économique de ces soins, de cette tâche ménagère invisible, de ces soins aux personnes, soit aux personnes âgées, soit aux enfants, qui réalisent normalement sont des tâches allouées aux femmes, mais qui n'ont pas donc une valeur économique, ils ont une valeur économique, mais invisible. Mais cette grève, elle a été aussi, a provoqué aussi, il y a eu des critiques par rapport à la grève, justement des collectifs des femmes migrantes, des collectifs des femmes aussi afrodescendantes qui ont dit que la grève, même si c'était une très belle initiative, il y avait même des femmes qui ne pouvaient même pas se permettre de faire grève. Et là, donc, je rejoins les idées d'initiales, c'est-à-dire il y a des femmes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas un travail déclaré, qui sont pour qui une journée de salaire, une journée de salaire perdu, ça signifie beaucoup, ou même faire grève, c'est vraiment se risquer un licenciement. Donc, et du coup, cette critique par rapport à qui peut faire la grève, finalement, la grève serait presque un outil aussi un peu des femmes privilégiées. Donc, du coup, cette critique, je pense qu'il aurait été très important aussi pour remettre justement en question, pour que le mouvement féministe aussi fasse un exercice aussi d'autocritique. Donc après, voilà, c'est pour ça donc je parlais de cette critique, même si la grève a été soutenue largement. Après, donc bon, ici je vous ai mis j'ai mis une traduction d'un extrait d'un livre qui a été publié par la commission du 8 mars. La commission du 8 mars, c'est la commission qui organise donc les manifestations pour la journée des droits des femmes. Et là, du coup, cette grève, il faut dire que cette grève, elle a été reconnue donc, en 2019. Elle a connu, pareil, un énorme succès. Et donc, cette commission a décidé de publier un ouvrage, un manifeste, en expliquant les raisons pour lesquelles les femmes donc, appelaient à la grève. Et ce qui m'intéresse, c'est l'idée justement de ce mouvement féministe massif, intergénérationnel, cette prise de conscience générale de toute la société. Aussi, une autre idée qui me paraît très intéressante aussi de cette manifeste, c'est l'idée aussi que cette cri global, c'est un cri transnational, c'est un mouvement qui va au-delà des frontières. Et justement, il faut dire qu'en 2017, il y a eu aussi d'autres grèves en Pologne, en Argentine, aux États-Unis. Donc, du coup, on est dans une logique aussi d'alliance transnationale et ça, on le voit. Bon, on le voit aussi, on le voit avec la stécie, justement, avec tout l'impact qu'il y a eu et la reprise de ces performances. Après, une autre idée aussi très importante, c'est l'idée que cette grève, bien sûr, c'était le travail en amont de tous les collectifs féministes. Donc, parfois, quand on pense, par exemple, à la résurgence du mouvement féministe en Espagne, on pense que c'est quelque chose qui est apparu du jour au lendemain comme un champignon. Et il faut vraiment essayer de comprendre tout le travail en amont de tous les collectifs. Et aussi, c'est pour ça, voilà, qu'il faut parfois se pencher un peu. Je voudrais pour ça revenir un peu à vous donner quelques dates clés qui ont favorisé justement cette remobilisation. Donc, pour ça, je voudrais simplement revenir donc, à la crise de 2018. Donc, la crise de 2018, que c'était une crise mondiale, mais qui, comme vous le savez, a frappé de plein fouet en Espagne et qui a eu des conséquences pas seulement économiques, mais des conséquences politiques et sociales très fortes. Et après donc la crise de 2018, donc vous savez qu'en 2011, donc il y a eu donc là l'apparition du mouvement des Sans-Billets. Ce mouvement qui a été très très important justement pour remettre en question tout le système économique politique de l'Espagne depuis l'instauration de la démocratie. Et à l'intérieur du mouvement des Sans-Billets, le féminisme a eu un rôle très important. Là, vous voyez ici donc une pancarte féministe donc, qui a été donc, installée à la Plaza del Sol, donc au centre de Madrid, justement en disant que cette révolution, que ce changement, elle devait être féministe pour pouvoir vraiment être un vrai changement. Donc, il y a eu donc cette crise
économique a eu des conséquences pour toute la population, a eu des conséquences néfastes en général pour la population, mais en particulier pour les femmes. Et toutes les politiques d'austérité menées par les partis socialistes d'abord et après par les partis populaires, c'est-à-dire le parti de droite, ont eu aussi des conséquences, surtout des coupes budgétaires très importantes qui ont impacté l'économie et surtout les femmes. Il faut penser par exemple aux aides qu'il y a eu par rapport à tous les aides à la personne. Pour justement, il y a une loi très importante, la loi des dépendances, la loi des dépendances, votée en 2017, qui c'était inédite justement aux familles qui avaient des personnes en charge, des personnes, soit des personnes malades, soit des personnes âgées. Et là, par exemple, cette aide, elle a été, à cause de mesures d'austérité, cette aide a été supprimée et du coup, les femmes se sont retrouvées de nouveau à faire ce type de tâches de façon gratuite. Donc, après ces mouvements de s'indigner qui a aidé à remobiliser le terrain, en 2014, il y a eu, donc, je ne sais pas, bon, pour faire bref, en 2011, après, à la fin de l'année, donc le Parti socialiste a quitté le pouvoir, c'est le Parti populaire qui a gagné les élections. Et en 2013, à la fin de l'année 2013, donc le ministre de Justice à l'époque, Alberto Ruiz Gallardón, voulait donc créer une nouvelle loi pour réformer les droits à l'avortement. Il faut dire qu'en 2010, le loi à l'avortement, il y avait eu une nouvelle loi, en 2010, une nouvelle loi grâce à laquelle toutes les femmes pouvaient donc avoir recours à l'IVG sans justification, simplement avant les 14 semaines. C'est-à-dire que c'était vraiment libre choix, libre recours à l'IVG. Et là, avec cette réforme de l'avortement, le gouvernement du Parti populaire voulait justement revenir à la loi précédente, c'était la loi de 1985, donc réduire les droits à l'avortement. Donc, ce qui est très intéressant de cette réforme, qui finalement n'a pas eu lieu, c'est qu'elle a aussi servi pour remobiliser des mouvements féministes. Et surtout, ce qui est très important, c'est que cette loi a permis aussi de nouveau de créer une solidarité féministe transnationale. Là, je vous montre des photos de Paris, justement, des manifestations qui ont eu lieu en février, une manifestation aussi multitudinaire pour soutenir justement les femmes espagnoles. Il faut dire aussi que la question des droits des femmes, surtout la question des droits reproductifs, c'est un des combats plus transnationaux. On le voit, on l'a vu aussi en Pologne, en Argentine, on le voit aussi, on l'a vu aussi pendant les années 60. C'est une de revendications qui mobilise le plus au niveau transnational. Donc, toute cette date ou événement, donc cette réforme, la crise de 2018, le mouvement des indignés, qui est aussi un mouvement donc très transversal où on retrouve notamment la question aussi la question du logement, la question de l'écologie, la question de la santé, de l'éducation, la question du féminisme. Donc, on est à nouveau dans une implication des luttes, sortir donc de cette idée du féminisme que penser que pour le droit des femmes, mais penser comme donc une vision globale de tout type d'oppression et voilà, d'oppression. Pardon, je regarde le temps. Et du coup, je voudrais donc du coup revenir donc au féminisme donc actuel, simplement dire pour finir cette partie, du coup, quelles sont donc les raisons qui peuvent donc expliquer cette donc résurgence. Donc, je pense qu'il faut penser donc à la crise économique de 2018 qui a laissé des séquelles jusqu'à aujourd'hui, qui a appauvri les classes moyennes et populaires. Il faut donc penser aux conséquences d'austérité menées par le Parti socialiste et après par les partis populaires et qui ont précarisé surtout et avant tout les femmes. Et aussi, il faut penser donc à la parution des résistances et des revendications citoyennes au cours des dernières années, comme les indignés, qui ont su intégrer et faire évoluer les mouvements féministes et du coup qui ont du coup alimenté, nourri ces terrains et cette mobilisation à partir de 2018. Donc, quels sont donc les combats actuels du mouvement féministe? Quelles sont les caractéristiques? Bon, c'est un mouvement donc massif et intergénérationnel, c'est un mouvement divers. Là, je rejoins aussi les idées de Lissel. Quand on parle de mouvement féministe, bon, je parlais de mouvement féministe, mais là, on parlait des féminismes au pluriel. C'est un mouvement, le féminisme est très pluriel, même très divisé. Il y a des sujets qui
qui sont très polémiques au sein du mouvement féministe. On peut passer le sujet de la prostitution, par exemple. Mais malgré cette division, malgré cette hétérogénéité qui est aussi positive, on trouve cette unité dans l'action qui est très importante. C'est-à-dire le mouvement féministe c'est, malgré les différences, se rassembler justement dans des actions comme la défense d'un droit ou voilà, pour défendre un droit, par exemple, quand ce droit elle est mis à mal. Après, une autre question aussi, c'est cette idée du féminisme avec l'union avec d'autres luttes comme le mouvement voilà, écologie, le logement, l'anticapitalisme, l'anticolonialisme, même si en Espagne, là ici, je suis totalement d'accord avec Gisèle, le mouvement féministe en Espagne, c'est un mouvement blanc. Et je suis moins d'accord avec, pas moins d'accord, je pense que la question des classes, elle est plus présente dans le mouvement féministe peut-être qu'en France, surtout parce que c'est un mouvement qui est très, le mouvement féministe, surtout depuis la crise de 2018, la question justement économique, elle est au centre. Mais par contre, la question de la race, elle est absente ou elle est pas totalement intégrée. Donc, c'est un des critiques du féminisme en Espagne. Et après, quels sont les combats? Donc, je reviens à la question du coup du soin et du travail précaire. La lutte contre les violences faites aux femmes aussi, c'est un autre combat très important. Il faut rappeler, je voulais vous rappeler simplement la loi de 2004. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en 2004, l'Espagne a donc approuvé une loi pionnière à la matière contre les violences de genre. Et cette loi, du coup, justement, en plus, voilà, je voulais vous mettre ici cette image parce que vous savez qu'en France aussi, l'année dernière, il y a eu aussi tout un débat justement pour créer une nouvelle loi contre les violences de genre. Bon, en France, on utilise le terme des violences conjugales. Et justement, on a regardé l'Espagne comme modèle parce que l'Espagne s'est dotée en 2004 donc d'une loi très pionnière. D'abord parce que on parle dans cette loi contre les violences faites aux femmes, contre la violence de genre, on parle de violences systémiques, c'est-à-dire avec le terme genre, ce qu'on met au centre, c'est l'idée que cette violence est due au fait qu'il y a des rapports de domination des hommes sur les femmes. C'est une loi aussi qui a une approche globale de la violence, c'est-à-dire la prévention, mais aussi la formation, la création de tribunaux spécifiques, la formation des juges, la formation des policiers, la formation des magistrats. Et ce qui est très, très important aussi pour la mise en application d'une loi, c'est que cette loi s'est dotée d'un budget conséquent. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on veut appliquer une loi, il faut aussi qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait du financement, justement. Et cette loi, elle a été étagée en 2017 avec un pacte contre la violence de genre qui a été voté à l'unanimité. Et pareil, qui s'est doté d'un budget de 1 milliard d'euros. Justement, la loi, elle n'est pas parfaite, pas du tout, mais c'est une loi qui a permis vraiment d'avancer. Et cette loi, en ce moment, elle est remise en cause justement pour l'extrême droite. Quand ce pacte contre les violences de genre en 2017 a été voté à l'unanimité, l'extrême droite n'était pas au Parlement. Et vous savez que depuis 2018, il y a un nouveau parti politique, Vox, qui va essayer de démanteler, son objectif, c'est le démantèlement justement de cette loi contre les violences de genre. Le parti politique Vox souhaite du coup changer la loi, souhaite donc faire une loi qui s'appelle, donc voudrait remplacer justement cette loi contre les violences de genre par une loi qui s'appelle une loi sur la violence intrafamiliale. Et là, ce terme de violence intrafamiliale n'est pas anodin en fait, car pour les féministes, ce terme de violence intrafamiliale cache, invisibilise justement la violence en spécifique contre les femmes. Donc, bon, c'est un sujet qui continue de mobiliser. Il y a bien sûr la question des violences sexuelles. Donc, simplement vous rappeler l'affaire de la... Bon, je regarde le temps. Donc, l'affaire de la manada, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Donc, l'affaire de la manada c'est la meute. Donc, cette affaire, c'est un viol collectif. Donc, c'est une jeune femme qui a été violée lors des fêtes de Pamplona, los Sanfermines, au nord de l'Espagne, en 2016. Donc, elle a été violée par 5 hommes. Il faut dire que parmi les 5, il y avait 2 policiers. Et du coup, en 2008, ces 5 agresseurs, ils ont été donc condamnés par agression sexuelle au lieu de par viol.
Donc, les 5 agresseurs, ils vont dire que la victime, donc que la femme, elle était consentante. Ils ont filmé le viol et du coup, bon, il y a eu tout un débat comme quoi la femme, dans la vidéo, on ne voyait pas vraiment qu'elle s'opposait au viol. Donc, du coup, il y a tout un débat à cause justement de cette idée de la justice patriarcale. Et là, on voit, donc, je vous ai mis de images, donc la manada no son cinco, es un sistema, donc en parlant justement de ces systèmes donc, du patriarcal et ces systèmes de domination. Hermana, yo sí te creo, donc l'idée aussi l'idée de, voilà, bien sûr, on remet toujours quand il y a un viol, on remet toujours en cause, comme l'asthésie, je le dis, donc ici, je reviens à l'idée de l'asthésie, c'est toujours la faute de la femme, soit parce qu'elle était elle marchait dans les rues très tard ou parce qu'elle s'était habillée de façon un peu provocative ou parce que voilà, elle était bourrée. Donc, du coup, toujours la faute sur la femme au lieu de la faute sur les agresseurs. Et du coup, cette question, cette agression, elle a donc provoqué, donc il a eu pareil un impact très important, des mobilisations partout en Espagne, mais aussi ça a provoqué du coup la réforme, la création d'une nouvelle loi, la loi pour la liberté sexuelle qui est en train de se débattre en ce moment, une loi qu'on appelle si et si, c'est-à-dire il y a eu un changement très important parce qu'avant, si la personne n'exprimait pas un non conséquent, on considérait que la personne était consentante. Là, il y a eu un changement, c'est-à-dire si la personne n'exprime pas un oui conséquent, ça veut dire qu'elle n'est pas consentante. Donc, c'est une loi cependant qui n'est pas exempte de polémique. Il y a aussi, parce que cette loi, à part, au-delà de la question du consentement, il y a aussi la question de quelques articles concernant la prostitution. Et du coup, voilà, c'est une loi qui ne fait pas l'unanimité non plus. Et je voudrais aussi dire simplement par rapport aux violences sexuelles qu'il y a eu aussi une critique de la part des féministes décoloniales en Espagne, des coloniales, des féministes afrodescendantes ou des féministes migrants, qui, parce qu'au même moment de l'affaire de la manada, il y a eu une autre affaire. C'est une affaire, en fait, au début de l'année 2018, il y a eu plus de 300 femmes d'origine marocaine qui ont dénoncé des agressions sexuelles et des viols de la part des responsables de champs de fraises. Vous savez qu'au sud de l'Espagne, il y a des serres où on fait pousser des tomates, des fraises. Donc, toutes ces femmes d'origine marocaine donc, ont dénoncé donc, cette violence systématique et cependant, le mouvement féministe ne s'est pas mobilisé autant et la presse non plus, la couverture médiatique n'a pas été non plus n'a pas été comme celle de la manada. Donc, du coup, pareil, on voit de nouveau des différences, non, entre voilà, cette victime blanche espagnole et cette femme travailleuse non déclarée qui n'ont pas eu le même support de la part des mouvements féministes. Donc, donc pour finir, voilà, et là je laisse du coup à Lissel finir. Oui, pour terminer, donc, quels seraient ou quels sont les féminismes d'Amia Yala, donc non autochtone des Amériques? Le premier que propose, c'est différents collectifs féministes, c'est de décoloniser le féminisme, c'est-à-dire sortir juste d'un agenda et d'une vision du féminisme latino-américain et le montre tous les jours d'un féminisme. Claudia, si tu peux, oui, pardon. Juste comme une copie de ce que se fait ailleurs, notamment en Europe et aux États-Unis, de proposer deuxièmement un agenda politique inclusif, c'est-à-dire que les revendications mises au devant de la scène, elles ne soient pas simplement celles qui concernent les femmes en termes de pouvoir, celles qui ont le plus de pouvoir, mais qu'on s'intéresse aux femmes, aux autochtones, aux femmes appauvries, aux femmes qui ont le moins de ressources. Ensuite, qu'on mette en devant et vraiment parmi les revendications les plus importantes aujourd'hui, c'est toute la question du territoire côte-terre. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, parce qu'en Europe, on a l'impression,
on découvre l'écoféminisme comme si c'était découverte. Souvent, c'est comme ça, alors que c'est des choses que, par exemple, des femmes comme les zapatistes, le mouvement féministe, des femmes zapatistes existe depuis 1994. Elles ont un agenda politique. Eh bien, dans ces agendas, la défense du territoire Corter, donc contre notamment les entreprises extractivistes, donc les entreprises minières qui viennent notamment exploiter les ressources naturelles en continuité de ce qui se passait à l'époque coloniale, et bien ça, c'est au cœur des mobilisations des féministes des Amériques. Et enfin, qu'on respecte cette idée, un concept nouveau proposé depuis Abya Yala, depuis les Amériques latines, celui de pluriversité, qui s'oppose à celui d'universalisme occidental, c'est-à-dire que ce qu'on demande et ce que demandent les féministes, c'est simplement qu'on les laisse s'organiser à leur manière et organiser le féminisme à leur manière, enfin leur mouvement, d'ailleurs qui n'est pas forcément, qui ne veut pas le label forcément de féminisme, mais qu'on puisse exister avec leur savoir, leurs coutumes, leur langue et leur mode de vie, sans leur imposer les visions universalistes de ce que c'est le savoir, l'éducation, la manière de porter ou d'accoucher, par exemple, ou de porter leur bébé. Hein, c'est des choses qu'elles demandent, et ça, elles appellent pluriversité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est la pluralité, à respecter cette pluralité, et pas tout réduire à un seul et même modèle. Voilà. Donc, moi, pour finir, donc, du coup, bon, là, les défis un peu du féminisme actuel, donc, il y a donc la question, pour moi, très importante de l'unité du féminisme. Et cette diversité, justement, autour de la définition du sujet du féminisme. En ce moment, on débat beaucoup sur le sujet du féminisme, c'est les hommes, les femmes, les trans. Donc, il y a ces défis et que je pense que, bon, il faut sortir justement de ce débat et trouver cette alliance dans la diversité. Donc là, je rejoins aussi un peu cette idée de pluralité donc de l'ICEL. Donc il y a la question du coup de ces termes de communalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en commun. Donc on est divers, mais essayer de trouver du coup des alliances, donc les dialogues des féministes avec d'autres luttes. Donc, politique de coalition avec l'écologie, avec le logement, la santé, les droits LGTB, les travailleurs sexuels. Et donc, voilà, cette idée de sortir de chacun de son point et de trouver des alliances dans la diversité. Après, il y a aussi en Espagne, il y a évidemment un défi, que c'est ce défi de décolonialisation du féminisme espagnol. Donc, essayer de trouver un mouvement féministe inclusif et intersectionnel. Donc là, je vous ai mis ici en haut donc, un collectif féministe Afroféminas, qui est un collectif féministe des femmes donc d'origine donc d'afro-descendants ou d'origine latino-américaine qui justement vont donc critiquer et essayer donc critiquer ce féminisme espagnol blanc occidental. Et aussi je voulais aussi donc un autre défi, c'est la création d'alliances transnationales. Et je mis ici donc cette image donc du bateau zapatista. Vous savez que là les zapatistes, justement les femmes zapatistes vont venir en Europe, et je pense que c'est très intéressant, et je voulais finir avec ça parce que on passe toujours, et tu le dis aussi souvent, non, cette regard du nord vers le sud, non toujours le nord comme l'exemple du sud. Et là, je pense que c'est une très belle leçon, c'est les zapatistes, le mouvement zapatista qui vient en Europe pour dire aux féministes européennes, occidentales, nous aussi, on a des choses à vous apprendre. Ce n'est pas toujours vous, les féministes occidentales, qui avez des choses à nous apprendre. Nous aussi, on peut vous apprendre des choses. Et là, justement, hier, ils sont arrivés aux côtes de Galice. Et là, justement, là, c'est une affiche du collectif du Pays Basque. Bienvenue, Zapatistas. Et du coup, je pense que c'est très intéressant justement parce que ça change le regard. Ce n'est pas les féministes voilà, occidentales, le nord global qui va en français, mais c'est le sud qui va justement venir nous sauver. Donc, voilà, je voulais finir avec ça. Et simplement aussi la question, voilà, mais avec ça et aussi une autre question aussi qu'on peut aborder peut-être un autre jour, c'est la question bien sûr de l'extrême droite et la remise en cause
de l'égalité partout en Espagne, mais dans le monde aussi, et l'utilisation aussi parfois stratégique du féminisme. En plus, cette mois-ci, c'est le mois pour le droit LGTB et du coup, voilà, c'est aussi un autre sujet aussi pour réfléchir peut-être dans une autre session. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais peut-être prendre la parole puisque Catherine est chemin pour la prendre, pour la distribuer en fait. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à lever la main. Et moi, je vais juste passer la parole. Allez, Elvira. Oui, Maria. Alors, j'active mon micro. Oui, bah, merci beaucoup, Lissel et Claudia. C'était super intéressant et on se rend compte qu'on apprend plein de choses, même si on partage des recherches similaires. Donc, voilà, bah, merci, j'ai appris pas mal de choses aussi. Donc, j'avais une question. C'était pour Claudia. Tu as parlé une loi en 2004 qui était une loi pionnière en Espagne contre la violence de genre que je connaissais pas d'ailleurs. Enfin, j'en avais entendu parler, mais très vite, donc je connaissais pas en détail. Et le fait que la France s'en est inspirée en quelque sorte pour voilà. Est-ce que tu sais si cette loi contemple la notion de féminicide qui a été, par exemple, mise en place dans plusieurs législations en Amérique latine. Et justement, il y a des débats en France, entre les féministes françaises, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer justement de ce qui se fait en Amérique latine et essayer de mettre en place en France la notion de féminicide dans le code pénal français. Et ça, c'est intéressant aussi dans ce que tu disais, dans ce que vous disiez, donc de cette vision des Nords qui s'inspirent des Suds. Et voilà, donc je voulais savoir ça. Et est-ce que quels sont les résultats pratiques de ces études de la loi espagnole sur la législation française? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a eu des changements? Parce que je n'étais pas vraiment au courant. Et voilà. Et une autre question que j'avais, mais ça c'est une question, je pense qui est difficile à répondre, qu'on m'avait posée une fois, et c'est une question qui me taraude depuis longtemps parce que j'ai essayé de trouver des réponses. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'on a vu un mouvement, une résurgence très forte du mouvement féministe dans le monde hispanique, en fait, dans les dernières années, que ce soit donc avec les grèves du 8 mars en Espagne, les mouvements Ni Una Menos en Amérique latine et surtout la Marea Verde, la marée verte pour le droit à l'avortement en Argentine. Et on m'avait posé la question une fois de pourquoi est-ce qu'en France, en ce moment, il n'y avait pas aussi une vague de féminisme telle que on voit en Espagne, dans le monde hispanique en général. Et je n'ai pas su donner une réponse satisfaisante et je ne sais pas si vous aviez des pistes pour penser pourquoi est-ce qu'en France, on voit bien en plus que la France est en train de s'inspirer de ce qui se passe en Amérique latine, même avec la revue, je pense à la revue Déferlante qui est sortie récemment et qui consacre des dossiers à la stésis et à tout ce qui se passe en Amérique latine, en Espagne, même en Pologne et ailleurs. Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Merci Maria Elvira. Donc pour la loi, en fait, je pense, je suis pas sûre. Je pense que ce terme il est dans la loi, mais où a été après on a parlé parce que c'est un terme féminicide qu'on parle beaucoup en Espagne. C'est un terme qui est vraiment ancré. Après, je sais pas, je peux pas dire à 100% si ce terme il est inclus. Mais ce qui est important de la loi, c'est le fait qu'on parle justement de rapport de domination, on parle d'une violence systémique, on parle d'une violence, c'est-à-dire contre les femmes parce que femmes. Et ça, c'est très important parce qu'on ne parle plus de violence conjugale ou de violence familiale ou de violence domestique où on met l'accent dans le cadre. Non, c'est vraiment le fait que c'est une violence systémique, voilà, des rapports de pouvoir. Donc, après, les termes, je ne sais pas si les termes, il est dans la loi,
mais en Espagne, c'est un terme qu'on emploie très souvent et je pense qu'il a été, mais bon, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, et après, donc, je sais que l'année dernière, justement, lors du cadre des Grenelle, justement, qui cherchait justement à créer une loi, justement, visant à protéger les femmes, je sais que justement, le modèle espagnol a été mis comme, enfin, l'exemple espagnol a été mis comme modèle, justement, surtout la création des tribunaux spécifiques. Mais je pense, peut-être je dis des bêtises, qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la loi française, le projet n'est pas aussi ambitieux, surtout pour la création de tribunaux et surtout aussi la question aussi de l'argent aussi, parce que c'est une question aussi de budget, c'est-à-dire qu'il faut aussi, et après, bon, il a eu la crise du Covid, donc après, je ne sais pas où on a la loi en France, mais je sais qu'on a beaucoup parlé de l'Espagne, et surtout en ce qui concerne aussi la question de la formation, ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire qu'il faut former, il faut justement changer cette justice patriarcale et pour ça, il faut la former, il faut vraiment, il fait un travail de fond, la police, tout, il faut tout. Oui, mais voilà, pardon, Elise, peut-être que tu connais mieux. Non, 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 moi je voulais rebondir parce que oui, je sais que pour le Grenelle, c'était Marlène Schiappa d'ailleurs qui on avait regardé l'exemple espagnol, mais en réalité, ces termes-là de féminicide, comme celui de violence obstétricale, ils ont un peu le même chemin. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des termes qui existent en Amérique latine, qui sont inscrits dans la loi avant même qu'ils arrivent. Enfin, je pense que la circulation de ces termes-là juridiques, elle vient mais clairement d'Amérique latine. C'est-à-dire que dans les années, en 2017, les termes de violence obstétricale et de féminicide rentrent dans les législations latino-américaines au Venezuela, en Argentine, et à partir de là, ils vont au Mexique et ils vont se répandre un peu partout parce que s'inscrivent dans un contexte de violence très particulier. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience dans les années 90. Enfin, ça s'explique pour répondre aussi à Marie-Elvira pourquoi, c'est peut-être pas pourquoi en France il n'y est pas, encore que j'y arrive, mais pourquoi il arrive en fait avant en Amérique latine, parce que dans les années 90, on sort en fait, on est en pleine transition, ce qu'on appelle la transition démocratique, c'est-à-dire qu'on sort de régimes qui sont des régimes forts dictatoriaux, des dictatures où il y a des mobilisations, où on est aussi des guerres civiles. Les années 90, enfin, c'est la fin, c'est encore la guerre civile au Pérou, en Colombie. Donc, on est vraiment dans un cadre où on voit que cette violence-là, elle touche en particulier, tout prioritairement, voilà ce que dit le territoire corps, terre, mais des femmes en particulier. Et donc, ces mobilisations, les femmes se mobilisent et elles vont faire introduire dans les textes législatifs, dans la loi, ces termes-là, féminicide, violence de genre, enfin violence vraiment de genre qui est arrivée, et violence obstétricale par exemple aussi, qui sont des termes qui ensuite arrivent en Europe, peut-être via l'Espagne. Oui, le terme, en fait, moi, pour mes recherches, justement, les années 70, en fait, le terme, c'est la première fois, moi, j'ai entendu, c'était lors du tribunal contre les violences faites aux femmes en 1976, qui a eu lieu à Bruxelles, et justement, là, c'est les féministes chiliennes, justement, en 1976, qui parlent justement de ces termes-là. Et justement, les Espagnols vont le reprendre, exactement. Mais c'est 1976, donc je ne sais pas dire que ça, mais c'est là, la première recherche, c'est là. Oui, c'est ça. C'est forgé en Amérique latine, ça rentre dans les législations et après, ça circule. Alors, pourquoi ici, et donc pour finir de répondre à la résurgence du mouvement et pourquoi le mouvement féministe français, il n'est pas... c'est difficile. Je pense parce que, de mon point de vue, il y a une tradition, il y a l'idée, en fait, la théorie féministe, elle est importante, Beauvoir, le féminisme matérialiste, les années 60-70, et on considère que là, on a forgé, en fait, un cadre théorique et de mobilisation qui suffit. Et je pense qu'il y a une réticence à voir, parce que ce mouvement féministe, il est très marqué par le matérialisme et donc par la question de classe comme la question centrale
aussi, je pense qu'en général de la gauche française. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, tous les débats, tout ça, c'est parce qu'on est en train de vraiment remettre en cause comme seul paramètre de compréhension. Et donc, comment la race, mais c'est parce que la race, parce que non plus, c'est pareil, on pourrait se dire pourquoi la race, il n'y a pas, bon, il y a quand même les travaux de Colette Guillaumin qui le disent, mais elle n'est pas, c'est pas là. Ils n'ont pas été tellement mobilisés. Ce sont des exceptions, Colette Guillaumin, Christine Delphi, qui sont justement les exceptions, les critiques de ce mouvement, mais un mouvement qui se pense d'abord en termes de classe. Et lorsqu'on pense la classe, c'est difficile. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas ce dynamisme. En fait, le dynamisme, à mon avis, ce qu'on vient de dire Claudia, c'est qu'il vient aussi de ces renouvellements par d'autres groupes qui n'ont pas été représentés jusque-là. Mais bon, après, tout ce qui est le mouvement, que moi, je l'inclus dans le mouvement féministe, tous les mouvements LGBT, ils sont très actifs en France. Hein, ça, par exemple, oui. Mais c'est plutôt un mouvement plutôt blanc. Mais ils sont très actifs. Merci beaucoup. Oui, Marie-Pierre. Ton micro, Marie-Pierre. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Je trouvais très intéressant. Alors, moi, je travaille sur le genre, mais c'est tout à fait autre chose. Mais ça m'a passionnée quand même. Alors, j'avais une question qui m'a frappée. Donc, en Amérique latine, l'aspect culturel, identitaire est très important. Et les groupes féministes liés à un groupe identitaire spécifique, racial aussi évidemment, est très fort. Et de notre côté en Espagne, on a l'impression que c'est un mouvement beaucoup plus global espagnol. Et pourtant, je pense qu'on l'a vu dans une des dernières images. Par exemple, les féministes basques ont un ancrage bien particulier. J'imagine que les féministes catalans aussi, etc. etc. Donc, il doit exister des féminismes régionaux. Et dans le cas de l'Amérique latine, comme dans le cas de l'Espagne, quand on a tous ces mouvements féministes locaux, régionaux, identitaires, même si c'est moins identitaire en Espagne, mais quand même basque, catalan, etc., c'est quand même un ancrage culturel très, très fort. Comment est-ce qu'ils dépassent leur identité, leur culture, leur localisme pour s'associer à d'autres groupes pour former une puissance politique plus forte? Et je ne sais pas s'ils le font, hein. C'est une question. Bon, je parle de l'Espagne. En fait, tu as tout à fait raison, Marie-Pierre. C'est vrai qu'en Espagne, bien sûr, moi peut-être j'ai donné une idée que c'est un féminisme très global, mais non, c'est un féminisme très divers et bien évidemment très lié, par exemple, à la question du territoire. Et ce n'est pas par hasard, par exemple, le féminisme basque, c'est un féminisme très lié à la question nationaliste, c'est-à-dire que, par exemple, où on voit un féminisme très fort, c'est justement en Catalogne, au Pays Basque, en Galice, parce que surtout aux années 60-70, il y a aussi l'implication de la question de l'oppression de l'État, l'oppression patriarcale et l'oppression de l'État de Madrid, enfin, je veux dire, du centre justement vers la périphérie. Donc, ces questions sont, et par exemple, le féminisme basque, c'est un féminisme très, très, très actif, très dynamique. Et bien sûr, après, moi, ce que je pense qu'il y a cette idée d'unité dans l'action, c'est-à-dire c'est un mouvement divers, mais qui va se rassembler pour faire des actions, par exemple, les droits à l'avortement
ou contre, voilà, contre la réforme de l'avortement, ou pour la question avec la crise, justement, à partir de 2008, tous les coupes budgétaires, toutes les mesures d'austérité. Du coup, pour protester contre ça, du coup, les féminismes vont, malgré ou grâce à leur diversité, vont réussir à trouver un point un point commun. Donc, mais c'est le défi du féminisme, c'est bien sûr, c'est ça, c'est comment trouver un point commun au-delà de la diversité. Donc, je pense que c'est un mouvement très divers, mais qui réussit à trouver, à faire des actions communes. C'est pas, par exemple, voilà, contre, voilà, je pense toutes les mobilisations qu'il y a eu contre les mesures d'austérité, les mareas, les marées qu'il y a eu pour la santé, pour la question de l'éducation ou pour le droit, mais il est très divers et très, très différent. Et on ne peut pas oublier, en Catalogne, c'est la même chose, pareil. Pareillement, féministes catalans. Mais il faut trouver des alliances. Voilà, pour moi, c'est ça l'enjeu. Mais ce n'est pas seulement le féminisme, c'est tout. On est dans des mouvements sociaux très atomisés très... Et du coup, il faut trouver ces alliances, trouver ce qu'on a en commun. Alors, je ne sais pas si juste... je ne sais pas si c'était une question, la question de si les mouvements féministes latino-américains sont identitaires. Je ne les définirais pas comme ça. En fait, je dirais que ce qu'on voit là, c'est des voix qui s'élèvent en disant on n'a pas tenu compte de personnes qui étaient là, de femmes qui étaient là, mobilisées en première, et que désormais, il faut compter sur nous. On va pas... bon, ça date pas d'aujourd'hui, c'est plutôt, en réalité, c'est tous les groupes opprimés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas... Pour le cas, par exemple, des autochtones du Guatemala, du Pérou, du Mexique. En fait, c'est quand même des groupes qui sont des groupes opprimés. Ils font au Pérou, alors ils sont, à mon avis, ils sont pas très bien, on ne sait pas très bien définir, mais pour moi, ils sont sous-représentés parce que personne ne se dit indien par volonté propre. Au contraire, on veut se blanchir un peu. Donc, en fait, ils sont sous-évalués par rapport au nombre qui pourrait être plus large. Donc, on a quand même des populations qui sont majoritaires. Dans le cas du Pérou, on devrait avoir autour de, je dirais, 40% d'autochtones, pareil au Guatemala. Et pourtant, ces groupes-là sont des groupes qui sont opprimés, donc qui n'ont pas les mêmes droits que les autres péruviennes, guatémaltèques, etc. Donc là, ce qu'ils veulent, la mobilisation est pour qu'enfin on tienne compte et qu'on leur dit, mais vous devez être des féministes comme ça. Les féministes, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc là, elles disent non, mais nous, on ne veut pas. Ce féminisme-là n'est pas notre féminisme. Et d'ailleurs, si ça, c'est le féminisme, alors nous, on n'est pas féministes. C'est pour ça que certaines ne se revendiquent pas du tout féministes. Et donc, pour répondre à Catherine qui posait la question de la quatrième vague, c'est une des questions justement, c'est de dire, cette lecture en première, deuxième, troisième et quatrième vague, c'est une lecture un peu occidentale des mouvements et qui représente surtout les femmes, enfin le féminisme majoritaire. Et ce féminisme majoritaire, nous, on n'est pas, on ne se reconnaît pas. Donc, il y a un questionnement autour de, plutôt, pour répondre à Catherine, de cette lecture par vague. Mais je crois qu'en Espagne aussi, un peu, il y a des groupes qui Lisa, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, justement, c'était la question que je me posais. D'abord, merci infiniment. Et je ne sais pas si je coupe la parole à quelqu'un, mais donc comme je suis en voiture, je ne vois pas. Mais je voulais juste dire, justement, c'était la question que je me posais. Donc, comment est-ce qu'on peut définir ce féminisme? On parle donc des féminismes, finalement. Pas de vagues, pas de nouveau féminisme. Comment est-ce qu'on peut le définir? Comme des féminismes... pluralistes. Oui, pluralistes, oui, les féminismes. Alors, on parle de mouvements féministes contemporains, oui, je dirais. Et chaque féminisme, en fait, par son nom, c'est-à-dire qu'en plus, ils ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que les féministes communautaires et les
l'afroféminisme, c'est comme en France. Enfin, est-ce que les afrofemmes, c'est exactement le même féminisme que oser le féminisme? Enfin, je les vois pas du tout sur la. Et je ne sais pas si les afrofemmes se considèrent en France la quatrième vague du féminisme. Ouais. Donc finalement, c'est presque dépassé d'utiliser ce terme-là. Oui, moi je pense. D'accord. Bon, Non, mais je pense que je suis totalement d'accord que le terme vague, c'est occidental et que je sais que par exemple, dans l'Amérique latine, moi, j'entends plutôt cycle ou parler de, voilà, parce que justement, c'est très communauté. Après, il y a une critique au sein du féminisme hégémonique, justement, parce que c'est une notion de vague. On a toujours l'idée de creux de la vague, non, et des moments comme si, justement, cette notion de vague invisibilise tout un travail, en fait, l'effet qu'il y a comme des coupures dans les vagues. Et l'idée plus que c'est une généalogie ou qu'il y a justement une continuité. Donc, l'idée de la vague, elle est aussi remise en question même au sein du discours officiel. Et parce que parfois aussi, la vague, elle est simplifiée. Lorsque on parle de la première vague, on parle toujours à la question du droit de vote. Et c'est beaucoup plus riche que ça. Donc, même au sein de la vague, il y a beaucoup de vagues, en fait. Donc, c'est pas si simple. Et la diversité du féminisme, elle est depuis ses origines. Voilà. Oui, depuis ses origines. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Hein. Merci. Non, merci à vous. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si Yann est là pour terminer ou je ne sais pas si. Je crois que Brian a une question. Mais... Oui, si je peux, oui, peut-être c'est à peu près la même question que Marie-Pierre a posée il y a quelques minutes. Mais merci beaucoup pour commencer. Merci beaucoup, Claudia et Lyselle. C'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est une question pour Lyselle dans le sens que tu as parlé de Lorena Cabnal et après le féminisme décolonial, le féminisme noir, le féminisme, plusieurs variétés. Et c'est un peu la question, c'est que est-ce qu'il y a les liens entre ces groupes? Est-ce que les groupes veulent les liens avec les autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, oui, c'est une très bonne question. Alors, ça dépend desquelles et quelles alliances, mais c'est toute la question du féminisme, je pense, globalement. C'est comment on fait, mais de tous les mouvements sociaux, plus largement, c'est la convergence des luttes. En fait, c'est la grande question des convergences des luttes. Comment on fait pour la convergence des luttes alors qu'on part d'agendas différents? Je ne sais pas si on veut, alors ce qu'on ne veut pas, ce qui est sûr, c'est qu'on impose des agendas qui ne conviennent pas. Je pense que là, on est catégorique. Encore une fois, je pense qu'une Brésilienne des favelas, encore une fois, sa priorité, c'est pas que ses enfants entrent à l'université, même si elle trouve que c'est très bien. C'est pas la priorité, c'est de manger, c'est comment on va être répartie la richesse, comment on distribue la richesse, comment on sort de la favela, comment les enfants tout simplement vont aller à l'école. Donc en fait, c'est ces choses-là. Par exemple, il y a beaucoup de mobilisation autour de toutes les employés de maison. C'est une grande mobilisation féministe depuis les années 90 parce qu'avant, c'était des esclaves domestiques en réalité pratiquement. Enfin, en tout cas, c'est des servantes, vraiment servantes. Eh bien, il y a eu toute une mobilisation de ces femmes pour dire, même contre des patronnes qui pouvaient se dire féministes, mais qui n'avaient pas de problème d'avoir la bonne, une jeune fille du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, qu'on pouvait réveiller à 3 heures du matin parce que le bébé a de la fièvre ou son biberon. Et donc, ce n'était pas incompatible. Et qu'aujourd'hui, on dit non, il faut des horaires de travail avec un salaire, une fiche de paie, des vacances, etc. Donc, en fait, c'est ça plutôt. On a même au sein du mouvement féministe aussi, en fonction des revendications, une tension entre les groupes féministes eux-mêmes. Donc, c'est difficile de trouver des alliances quand les intérêts sont différents. C'est un peu voilà, ailleurs. Okay. Merci, oui, c'est intéressant. Merci. Merci à vous en tout cas et à tous pour votre présence.
Et donc, demain, pour certains, à 9h, on a noté Catherine. Ouais, je pense que Catherine ne va pas se reconnecter, mais voilà. Si, je suis là, mais comme je suis sur le périphérique, je vous remercie infiniment. C'était vraiment extrêmement intéressant et vraiment, je pense, la meilleure fin possible de ce rendez-vous d'Agora de l'année. Donc, je vous remercie tous. Et puis, je vous dis donc aux collègues qui ont été convoqués pour demain matin 9h et qui peuvent venir, rendez-vous demain matin pour ce conseil extraordinaire. Voilà. Mille merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.